Est-ce qu'on demande plus ou est-ce qu'on demande moins aux grands-parents qu'avant? Je pense qu'on leur demande différemment quand ils existent. Parce que beaucoup de grands-parents sont tenus à distance par les distances géographiques. Ça, c'est la première chose. Donc, on essaie de maintenir un lien par vidéo. Bon, là, c'est assez simple. On a les grands-parents une fois par mois. On peut gérer la relation avec eux. Ensuite, statistiquement et sociologiquement, les grands-parents qui sont le plus sollicités en France sont les grands-parents de familles monoparentales. D'accord. Et comme les familles monoparentales sont en explosion, je pense qu'on va avoir un phénomène où les grands-parents vont être de plus en plus sollicités, sans le vouloir, sans que ce soit un choix. Mais de fait, les statistiques le montrent. Quand vous êtes... Alors, la plupart du temps, ce sont des mamans en famille monoparentale, les grands-parents maternels vont être beaucoup plus sollicités. Il faut quand même souligner qu'on a une explosion des familles monoparentales. Pas par choix. Si c'est un choix, il n'y a rien à en dire. Mais par contexte où le père a pris des distances ou n'est pas là, ou s'occupe très peu des enfants. Et donc, ce sont des familles qui sont plus vulnérables que d'autres. Non pas par l'état de santé mentale supposé des mamans, mais parce qu'élever toute seule un enfant, c'est très difficile. On a vraiment besoin de tout un village pour élever les enfants. C'est clair. On a besoin d'avoir d'autres recours. Et là, souvent, actuellement, dans une société qui n'est pas très... on n'est pas forcément solidaire entre voisins, parfois on se connaît pas, alors que ça fait 10 ans qu'on vit côte à côte, les grands-parents vont vont réoccuper une place très très importante. Oui, il y a une différence. Vous faites une différence dans les parents monoparentaux de ceux qui sont en garde partagée, par exemple, où le père et la mère font chacun leur part et c'est un choix commun. Et donc, il y a un soutien, en fait. Et les femmes, majoritairement, qui vont se retrouver seules parce que le père est démissionnaire. Bien sûr. C'est un peu la définition de la famille monoparentale, c'est que le père est plus là. Sinon, c'est une famille séparée. Voilà, ça c'est autre chose. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, là on parle des familles monoparentales et là les grands-parents deviennent une ressource, bien sûr. Il faut quand même souligner que pour beaucoup de petits-enfants qui ont des grands-parents, les grands-parents sont une ressource affective très importante. Parce qu'aux grands-parents, on peut dire des choses qu'on ne va pas dire aux parents. On peut manger des bonbons, regarder la télé aussi avec eux. On peut faire des choses on transige les règles avec eux. Heureusement. Oui, c'est vrai. Et je crois que pour les parents, il faut qu'ils soient tolérants vis-à-vis de ça. Et qu'ils se rappellent eux-mêmes, s'ils ont eu des grands-parents, tout ce qu'ils pouvaient faire, je souhaite en tout cas qu'ils l'aient vécu, avec leurs grands-parents et qui était interdit chez leurs parents. Et ça, c'est une des caractéristiques de la relation entre petits-enfants et grands-parents. C'est qu'on va faire des choses qu'on ne peut pas faire avec les parents. Se coucher plus tard. Bien sûr. Mais il y a une limite aussi. Il faut que les grands-parents veillent à ne pas faire vivre aux enfants des expériences que les parents auraient aimé initier. C'est une bonne remarque. Ça, c'est très important. Mais c'est ce que vous disiez au départ, c'est la communication. Qu'est-ce qu'on laisse faire ou pas? Bien Qu'est-ce sûr. qu'on donne aux grands-parents à vivre et ce qui est réservé pour les parents? Mais les grands-parents qui, par exemple, disent écoute, après Noël, mes petits-enfants étant en vacances, je les amène tous en Guadeloupe, mais pas les parents, et que les parents n'ont encore jamais pris l'avion avec leurs propres enfants, c'est sujet à dispute. Et de mon point de vue, je pense que là, les grands-parents en font trop. Et qu'il faut laisser aux parents l'essentiel des découvertes fondamentales. Alors, dans les découvertes fondamentales, il n'y a pas que le voyage, évidemment, mais il peut y avoir des initiations. Vous voyez, un certain nombre de mondes qui doivent être discutés avec les parents. Est-ce que vous voyez souvent dans votre pratique des parents qui ne peuvent pas faire confiance à leurs parents pour prendre soin de leurs enfants parce qu'il y a eu trop de traumas dans leur enfance à eux et que du coup les grands-parents ne comprennent pas cette difficulté de leurs enfants de laisser leurs propres enfants? Comment on fait dans les familles où il y a eu ça, il y a eu cette enfance qui a été traumatisante et où il y a un mur qui s'est érigé entre les deux? Vous savez, le pire est l'inverse. C'est-à-dire, c'est de confier ses enfants à des parents qui ont été violents et traumatisants. Et ça, c'est plus courant. Ah, donc des enfants qui vont sciemment confier leurs enfants? Alors, sciemment, non, mais qui ont une histoire pathologique dans le lien, qui ont eu des violences. Et qui ne protègent pas. Et qui ne protègent pas. Et ça, c'est plus fréquent. D'accord. Enfin, non, ce que je vois, toujours pareil. Moi, j'ai un biais de recrutement. Mais même pour beaucoup de familles que je ne vois pas, mais dans des groupes avec lesquels je travaille, le problème est celui-ci, c'est que l'on confie les petits-enfants
aux grands-parents qui eux-mêmes ont beaucoup de difficultés. Alors ça, c'est un cadre. Il y a d'autres cadres où parfois les parents n'ont pas du tout été adaptés et seront des grands-parents très adaptés. Donc la généralisation est très compliquée. Ça arrive très souvent. Bien sûr, on voit des grands-parents qui se rattrapent. Exactement. Des gens qui disent « je comprends pas, mes parents, ils sont pas du tout pareils en tant que grands-parents. » Je ne les reconnais pas. Voilà. Ça, c'est très fréquent. Et ça peut arriver. Cela, on ne les voit pas forcément en thérapie, mais bien sûr, ça existe. Parce que c'est une manière de réparer le lien pour les grands-parents avec leurs propres enfants. Et de faire, d'une certaine manière, ce qu'ils n'ont jamais fait pour leurs enfants. Donc, quand on a des grands-parents qui prennent leur rôle à cœur, qui s'améliorent, ils le font avec, consciemment ou pas, j'imagine, l'idée de montrer à leurs enfants qu'ils auraient aimé faire mieux et qu'ils vont pouvoir le faire. Je ne sais pas s'ils sont dans la démonstration. Je pense que c'est affectif pour eux. Et qu'une fois que les enfants sont élevés et que finalement ils s'en sont pas si mal tirés et qu'on fait un peu le bilan, pour certains parents, le bilan s'avère violent. C'est-à-dire ils se rendent compte qu'ils ont été trop violents. Entre-temps, nos valeurs ont beaucoup évolué, bien sûr. Donc les grands-parents d'aujourd'hui, s'ils ont été des parents un peu violents, ne peuvent que faire ce constat par rapport aux critères actuels, de toute façon. Et puis, les familles, heureusement, se sont démocratisées. Donc on a quand même un certain nombre de parents qui peuvent dire à leurs propres parents qu'ils ont souffert des humiliations, de la violence, etc. Beaucoup plus qu'avant, bien sûr. Beaucoup plus qu'avant. Et je ne sais pas si après, je crois pas que ce soit vraiment du côté de la démonstration de ce qu'on peut faire une fois qu'on a compris ça. Je pense que c'est plutôt du côté de la compensation pour soi. Parce que c'est difficile aussi et c'est pas très gratifiant d'avoir des relations violentes avec ses enfants. Et les petits-enfants peuvent humaniser les grands-parents. De même que les enfants humanisent les parents. Et est-ce que les grands-parents peuvent se sentir aussi libérés de la pression d'être le premier, de la figure d'attachement et de se dire, bon là, c'est pas moi le premier responsable. C'est génial. C'est génial. Donc ils ont une liberté qu'ils n'avaient pas. Où vous ne pouvez, en tant que grands-parents, avoir que le plaisir de faire ce que votre petit-fils ou votre petite-fille a envie de faire. Et donc, ça peut se réduire, entre guillemets, à des espaces de partage seulement. Et ça, c'est merveilleux. Pour les grands-parents, mais c'est merveilleux pour les petits-enfants. Et vraiment, j'invite les parents à avoir un peu de souplesse aussi. C'est pas grave, même si les écrans sont interdits, que les grands-parents regardent un film le week-end où ils gardent les petits-enfants. Par exemple, il faut pas en faire des enjeux... Trop fort. Non, pour la relation, je crois pas. Vous disiez que certains grands-parents, du coup, peuvent s'autoriser en prenant conscience qu'ils ont peut-être été trop loin dans la violence, dans l'humiliation. Il y a pas longtemps, j'ai eu une discussion avec mon père qui, lui, me disait que c'était surtout le temps. Il a beaucoup travaillé, les hommes, à cette époque, travaillaient beaucoup, c'était leur rôle, ramener l'argent, et qu'aujourd'hui, il regrette de ne pas avoir passé ce temps avec nous, ses filles, et que je vois que du coup, il veut passer ce temps-là avec mes enfants. Ça aussi, vous le voyez aussi, ces générations-là qui ont beaucoup travaillé chez les hommes, prennent du recul et se disent, mince, j'ai peut-être raté. Mais bien sûr, on est déterminé par sa propre histoire, si vous voulez, c'est évident, individuellement, mais aussi par l'histoire culturelle à laquelle on appartient. Donc la génération de votre père avait comme valeur essentielle, en tant que père, de pouvoir subvenir aux besoins de la famille, être quelqu'un sur qui on peut compter, et lui-même n'avait peut-être pas vraiment été très proche de son propre père, et etc. Aujourd'hui, c'est en train de changer, c'est vraiment très bien. C'est très très bien. Il y a ça aussi, vous dites, qui a changé depuis les 30 dernières années. Oui. C'est l'implication des deux parents, des pères. La coparentalité. Et ça, c'est très très bien. D'abord parce que ça va soulager les mères. Et ensuite parce que les enfants ont besoin de deux parents. Voilà, en tout cas, quand ils les ont à la maison, c'est bien que les deux s'impliquent. Oui, c'est sûr que c'est toujours mieux. Et on est d'accord que ça nous soulage, ça fait du bien. C'est clair. Est-ce que justement les grands-pères font plus leur part aujourd'hui ? Sont plus impliqués que les grands-pères d'avant ? On n'a pas d'enquête qui puisse montrer ça, mais de fait, dans la conférence, dans l'Association européenne des grands-parents, il y avait autant de grands-pères que de grands-mères. Mais je pense qu'historiquement, dans la littérature ou dans le souvenir des gens, les grands-pères ont toujours compté aussi, d'une certaine manière. Il n'y a pas que les grands-mères qui ont compté. Quand vous écoutez les récits familiaux, vous avez des figures grand-parentales qui comptent aussi du côté des grands-pères. Oui, c'est ceux qui racontent les histoires, qui transmettent. Qui sont les héros. Qui emmènent les enfants faire les activités. Par exemple. C'est vrai. Oui.
Non, donc je pense qu'on ne peut pas généraliser, mais que de fait, grand-père comme grand-mère quand ils sont présents, les deux le sont.